Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Cet article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose la limite de la liberté individuelle. En effet, bien que la liberté soit un attribut fondamental de l'homme, elle ne saurait se déployer de façon illimitée sans rendre impossible toute vie en société, sans remettre en cause le pacte rousseauiste. L'objectif premier de la loi est alors de préciser, à travers les limites qu'elle impose à l'exercice de la liberté individuelle, quelle est l'étendue de cette liberté. Tout en l'encadrant, la loi la préserve des atteintes potentielles qu'elle pourrait subir du fait des agissements d'autrui. La liberté contractuelle est l'une des illustrations de cet encadrement dans la matière civile. Il est en principe possible de contracter, hormis dans les cas où la convention porte atteinte à des règles d'ordre public. Il est intéressant de noter que le Code civil considère comme nulles les conventions portant sur le corps humain, sous peine de porter atteinte à l'ordre public. Le corps humain doit, selon le Code civil, être respecté, et seule la nécessité médicale ou un intérêt thérapeutique, avec le consentement de la personne lorsqu'elle est en mesure de le donner, peut justifier son altération. La question de la liberté individuelle, lorsqu'il s'agit du rapport entre la personne et son corps, fait couler beaucoup d'encre dans la doctrine. D'après Kenneth Vaucher, bien que la médecine ait eu un impact important quant au développement de l'idée selon laquelle le corps doit être distingué de la personne, l'objectivisation du corps humain était déjà présente dans l'esprit de certains philosophes du XVIe siècle. Cette distinction entraînera inévitablement des conséquences sur le plan juridique, elle va contaminer le droit. F. Zenati Castin et Terrevet, après avoir souligné la différence entre la personne humaine et le corps qui la véhicule, considèrent que le corps est la propriété de la personne. Ils précisent que ce droit de propriété ne saurait être remis en question du seul fait que la loi interdit l'accès à telle utilité particulière. Le propriétaire conserve son titre du moment qu'il reste investi du pouvoir d'accéder par principe à toutes les autres utilités. Selon ces auteurs, l'inviolabilité du corps humain, bien qu'elle implique l'interdiction pour autrui d'y porter atteinte, inclut la possibilité pour la personne de consentir à la lésion. En effet, lorsqu'une personne se fait percer les oreilles ou se fait opérer, elle accepte que son corps soit violenté. Ces altérations consenties du corps sont communément acceptées par la société et semblent illustrer un droit pour la personne de disposer en partie d'elle-même. Néanmoins, Kenneth Vaucher souligne que le qualificatif de liberté de disposer de soi est plus à même de cerner la réalité de la notion, car l'exercice d'une liberté suppose des limites posées par un ordre public, tout en respectant l'individualisme fondateur de la société libérale. M. Fabre-Magnan rappelle par ailleurs qu'un droit, au contraire d'une liberté, suppose non seulement que l'État ne l'entrave pas, mais également qu'il apporte son aide ou sa caution, afin de le faire respecter, chose incohérente lorsqu'il est question des choix relatifs à son propre corps. Si la liberté d'altérer sa propre personne ne pose pas de problème dans le rapport de soi à soi, la question est délicate au regard du droit pénal lorsqu'il s'agit du consentement à une lésion du fait d'autrui. En effet, une faculté de se faire violenter implique la liberté de violenter celui qui y consent. Or, cette idée heurte le principe du droit pénal selon lequel le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif. La personne n'a pas la liberté de renoncer à la protection du droit pénal, car ce dernier est d'ordre public. Le droit pénal n'a pas vocation à se placer du point de vue de la victime, mais seulement à sanctionner le comportement de l'auteur, considéré comme intolérable par la société. Néanmoins, la tendance des individus à souhaiter se voir reconnaître davantage de liberté dans une Europe des droits de l'homme s'accompagne d'une mutation croissante des libertés individuelles en droits subjectifs. Cette philosophie de l'individu centrée sur lui-même influe considérablement sur l'interprétation dynamique par la Cour de Strasbourg des droits et libertés consacrés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. P. Edelman critique cette soumission systématique de la Cour de Strasbourg à l'évolution des mœurs,
alors que selon cet auteur la Cour européenne des droits de l'homme devrait conserver son rôle de gardien des valeurs que tout État partie doit respecter. Ainsi, la Cour de Strasbourg consacre en 2002, à l'occasion de l'affaire Prétissé-Royaume-Uni, un nouveau droit issu de l'article 8 de la Convention. Ce droit à l'autodétermination, impliquant la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend, et par conséquent, la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne, sous-tend le droit au respect de la vie privée. Ainsi que le souligne M. Fabre-Magnan, la Cour de Strasbourg n'évoque pas une liberté mais un droit, car ce qualificatif lui permet de l'inclure dans son champ d'action. Il n'en reste pas moins que cette consécration de l'autonomie personnelle, telle qu'elle est libellée, permet à l'individu d'exiger une absence d'intervention de l'État afin que ce qu'elle souhaite se voir infliger soit respecté. Il convient tout de même de préciser que bon nombre de droits consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, tels que le droit à la liberté d'expression ou la liberté de réunion et d'association, sont des droits-libertés en ce qu'ils confèrent un pouvoir d'autodétermination à la personne. Or, la Cour de Strasbourg consacre en 2002 le pouvoir d'autodétermination en lui-même, et fait passer la faculté d'agir au rang de droit fondamental. Néanmoins, à l'occasion d'une affaire précédente en 1997, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que l'un des rôles incontestablement dévolus à l'État est la régulation par le jeu du droit pénal, des pratiques qui entraînent des dommages corporels. Que ces actes soient commis dans un cadre sexuel ou autre n'y change rien. La question de l'efficience du système pénal se pose alors au regard de ces deux jurisprudences. Si l'État peut légitimement réguler les pratiques entraînant des lésions corporelles, alors le consentement à la violence est une liberté limitée par l'ordre public de cet État. Si en revanche la personne peut faire valoir un droit fondamental à l'autonomie personnelle afin de subir une maltraitance, sachant que le droit conventionnel prime sur la loi, l'État doit alors prouver à la Cour de Strasbourg que sa répression de la violence consentie est une ingérence justifiée dans le droit à l'autodétermination. Dans cette dernière hypothèse, la consécration de l'autonomie personnelle confère au consentement de la victime une force nouvelle, celle d'un droit-liberté susceptible de mettre à mal la répression pénale. Par ailleurs, indépendamment de cette consécration d'un droit à l'autodétermination par la Cour de Strasbourg, le consentement semble agir comme un fait justificatif en droit pénal, chose impossible pour une liberté, dans bon nombre de cas tels que la pratique des sports violents. Ces cas de figure dans lesquels il semble que la violence du fait d'autrui, parce qu'elle est consentie, n'est pas réprimée, laissent penser que la faculté de consentir à l'altération par autrui n'est pas qu'une simple liberté. Ces exceptions au principe du droit pénal participent, avec le droit à l'autodétermination, d'une confusion sur les effets juridiques qu'il convient de reconnaître au consentement à la lésion. La Cour de Strasbourg, dans l'affaire KA-ADC Belgique, entérine l'idée selon laquelle le consentement peut justifier l'absence de répression pénale, même en cas d'extrême violence, lorsqu'elles ont lieu dans un cadre sexuel. Selon la Cour, le droit d'entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle. La Cour précise par ailleurs que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès lors qu'il existe des raisons particulièrement graves pour que soit justifiée, aux fins de l'article 8.2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité. L'affaire a eu un retentissement considérable dans le monde juridique, et cela se comprend aisément car la Cour de Strasbourg semble consacrer un véritable droit au sadisme. Ainsi que le souligne M. Fabre-Magnan, ce droit agit comme un fait justificatif en droit pénal, ce qui est un revirement de la jurisprudence de 1997. Face à un tel droit fondamental, vidant la répression pénale de sa substance lorsqu'il est question de violence consentie, les juristes songent à invoquer le principe de dignité, véritable arme nucléaire du droit en ce qu'elle est considérée comme absolue. En effet, la dignité est la traduction juridique de la valeur humaine et partant elle ne peut être violée en aucun cas. La dignité est par ailleurs considérée en droit comme la matrice dont découle l'ensemble des droits fondamentaux. La faculté d'agir selon ses choix existe de fait,
Mais la problématique est celle de la limite de l'autonomie personnelle lorsqu'il est question de violence consentie. Si certaines altérations consenties doivent demeurer possibles, il est difficile de ne pas écorner le principe selon lequel le consentement n'est pas un fait justificatif en droit pénal, et partant de savoir quels sont réellement les effets juridiques du consentement. Par ailleurs, le droit à l'autodétermination tel qu'il est défini par la Cour de Strasbourg et particulièrement en matière sexuelle, semble étendre ses effets au point de permettre au consentement de justifier l'absence d'intervention de l'État. Il nous semble que la dignité, bien qu'il soit tentant de l'invoquer afin de réguler une autonomie personnelle susceptible de vider partiellement le système pénal national de sa substance, est un fondement discutable. Première partie. La protection de l'intégrité, définie dans un souci de cohérence du droit pénal, est à notre sens davantage appropriée afin de délimiter le domaine du droit à l'autodétermination lorsqu'il est question de violence consentie. Deuxième partie. Première partie, le respect de la dignité humaine, une limite contestable. Face aux effets du droit à l'autodétermination consacré par la Cour européenne des droits de l'homme, bon nombre de juristes évoquent la possibilité de mobiliser le principe de dignité, afin de limiter la faculté octroyée à la personne de consentir à la lésion. Le domaine de l'autonomie personnelle s'arrêterait alors là où commence celui de la dignité, une zone dont le seuil est infranchissable sous peine d'être accusé de nier l'infinie valeur de l'homme. Encore faut-il être capable de discerner avec précision les contours de la dignité, car le seul élément certain dont dispose le juriste se résume en une courte phrase. La dignité humaine est inviolable. La dignité est alors attachée à l'homme, elle est la traduction juridique de sa valeur. Afin de cerner l'étendue de ce domaine juridiquement sacré, et armé de ces quelques mots ayant plus de valeur que de sens, le juriste doit être en mesure de déterminer ce qui porte atteinte à la dignité humaine, chapitre 1. Néanmoins, bien que la dignité humaine justifie pleinement l'émergence des droits fondamentaux, son instrumentalisation afin de limiter le domaine de l'autonomie personnelle est contestable, chapitre 2. Chapitre 1. La caractérisation d'une atteinte à la dignité humaine. La dignité est atteinte lorsque la valeur d'un homme est niée. La violation de la dignité suppose que les droits de la personne ou une valeur ont été violés d'une façon telle que l'acte est intolérable au regard de l'humanité de cette personne. Il est impossible de définir précisément un tel seuil de violation, du fait de l'impossibilité de définir la valeur de l'homme, hormis dans le cas d'une violence morale allant jusqu'à rabaisser l'homme au rang de l'animal ou de la chose, ou à lui refuser son droit d'appartenir à l'humanité. Il en résulte deux composantes de l'atteinte à la dignité, l'une étant objectivement constatable, tandis que l'autre ne peut l'être que subjectivement, section 1. Au regard de cette définition, le critère de la maltraitance ne peut suffire à caractériser une violation de la dignité, section 2. Section 1. Une atteinte consommée par la négation de la valeur humaine. Il est possible de distinguer deux composantes dans la notion d'atteinte à la dignité. Celle-ci peut être atteinte par l'exclusion du genre humain, 1, ou par un traitement intolérable au regard de la valeur humaine, 2. 1. La composante objective, l'exclusion du genre humain. Lorsque l'on rappelle que le droit est construit afin de régir les rapports entre les hommes, il faut bien admettre que l'on ne cherche pas à définir d'un point de vue scientifique ce qu'est un homme. M. Fabre-Magnan souligne d'ailleurs à quel point il serait dangereux de chercher à définir juridiquement ce qu'est l'espèce humaine en se basant sur la génétique, car un chercheur pourrait également vouloir distinguer différentes races au sein de l'humanité. Scientifiquement, il n'y a aucune certitude sur ce qu'est l'être humain, car l'étendue de nos connaissances évolue constamment, notamment en matière de génétique. Il pourrait être considéré comme un animal doué d'une intelligence particulière, ou tout simplement comme une espèce appartenant au domaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.